Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouvel épisode des podcasts signés Cryptosphère. Dans notre émission, on donne la parole à des acteurs de la communauté francophone crypto-blockchain. Aujourd'hui, nous recevons Alexandre Roubaud, CEO de Bitstack, pour parler de son projet de Bitcoin et de son parcours crypto. Salut Alexandre, merci d'être parmi nous aujourd'hui. Tu es CEO de Bitstack, une plateforme permettant de faire de l'épargne sur Bitcoin au grand public. Mais avant de parler de Bitstack, je te laisse te présenter. Ouais, merci Maxime pour l'invitation. Moi, je suis Alexandre Roubaud, je suis cofondateur et CEO de Bitstack. Comme tu l'as très bien présenté, on a développé il y a maintenant plus d'un an une application qui permet finalement à n'importe qui de justement démarrer dans le Bitcoin et de épargner et investir de manière complètement automatique. On a démarré avec une proposition de valeur très simple. On a démarré avec ce que nous on appelle l'arrondi automatique. Pour ceux qui connaissent, c'est un peu comme l'arrondi caritatif à la caisse. En tout cas, enfin, c'est la même mécanique. Et on a repris cette mécanique-là pour créer en fait une façon très indolore de pouvoir épargner et investir globalement, et en l'occurrence avec Bitstack en Bitcoin. Donc comment ça marche? C'est très simple. Tu télécharges l'application, tu te crées un compte, tu vas lier ton compte bancaire à l'application, que ce soit ton compte LCL, Crédit Agricole, BNP, Revolut, n'importe quel compte bancaire que tu utilises au quotidien. Et à partir de cette connexion, Bitstack va être en mesure d'arrondir chacune de tes dépenses à l'euro supérieur. Donc nous, on prend toujours l'exemple un peu bateau du café que tu pourrais prendre le matin, mais ça s'applique à n'importe quelle transaction, que ce soit un prélèvement EDF, que ce soit une transaction pour un café, tes courses ou autre. Mais disons qu'on prend un café à 2,60 € ou peu importe, on va arrondir à l'euro supérieur. Donc ça va être en l'occurrence 3 euros. Et les 40 centimes de différence vont être prélevés par Bitstack et automatiquement convertis et investis en Bitcoin. Donc c'est une façon pour quelqu'un qui s'y connaît pas, qui sait pas quand acheter, quand vendre ou comment le faire, tout simplement, en fait le faire en pilote automatique. Une fois que tu as connecté ton compte bancaire, tu n'as plus rien à faire. Donc ça a été le point de départ. Et après, bon, on en parlera certainement après. Euh, Avec Bitstack, nos utilisateurs peuvent faire plus. Donc ça, c'est le point d'entrée. Mais après, il est bien évidemment aussi possible d'acheter de manière ponctuelle du Bitcoin, de le revendre pour récupérer ses euros ou de le retirer pour l'envoyer sur un portefeuille externe type Ledger ou n'importe quel autre portefeuille Bitcoin. Et il est aussi possible de programmer des achats récurrents tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, à la date et à la date et à l'heure du choix de l'utilisateur. Donc voilà, l'idée, c'est de donner un maximum de flexibilité et de contrôle à l'utilisateur sur son épargne et de créer un produit qui est justement destiné, comme tu l'as dit, au grand public euh, et qui s'adapte en fait, au style de vie de chacun. Voilà, donc ça, c'est un peu pour Bitstack. Et après, bah, on aura l'occasion de creuser différents sujets, je suis sûr. Donc, je vais m'arrêter là. Oui, bien sûr. J'avais une question. Pourquoi vous êtes basé sur Bitcoin et pas une autre crypto-monnaie? Ouais, c'est une bonne question. On nous la pose souvent. On s'est basé sur Bitcoin pour plusieurs raisons. Enfin, deux raisons principalement. C'est un peu celle qu'on m'entendra souvent mettre en avant. La première, elle est toute simple. C'est qu'en fait, dans une optique de démocratisation et dans l'idée de créer, d'avoir une proposition de valeur justement la plus claire et la plus simple possible, nous, notre thèse, c'était que d'avoir une communication qui tournait seulement autour du Bitcoin et non justement autour de la crypto, nous permettait de justement rendre cette proposition de valeur plus claire et plus simple, et donc d'aller toucher une cible plus grand public et de parler à plus de monde. C'est un peu anodin ce que je vais dire, mais je ne sais pas si c'est l'expérience de d'autres personnes qui sont dans l'écosystème, mais quand on parle de crypto à quelqu'un qui s'y connaît pas du tout, ça va paraître très loin, ça va paraître Oui. compliqué. Il y a souvent d'autres questions tu sais, que les gens nous posent, style ah, mais du coup, c'est quelle crypto? C'est quoi la différence entre Bitcoin, entre Ethereum? Ah, mais du coup, j'y comprends plus rien. Il y en a plein, il y en a des milliers en fait des cryptos. Donc, l'idée, c'était de faire abstraction de toute cette complexité-là. Et en fait, en parlant de Bitcoin, bah, c'est quelque chose dont les gens ont entendu maintenant parler depuis quand même plusieurs années. Il y a eu beaucoup que ce soit de la littérature, des ressources sur Internet, les médias en ont parlé, beaucoup d'intervenants ont essayé de démocratiser. Donc, c'est quelque chose qui est beaucoup plus familier et les gens se sentent beaucoup plus à l'aise. Donc, ça c'est la première raison.
La deuxième raison qui est importante pour nous, c'est aussi euh, au sein de l'équipe notre thèse sur la proposition d'investissement ou d'épargne de Bitcoin. Parce que finalement, quand même, Bitsack, ça reste un produit d'épargne ou un produit d'investissement, enfin, ou un produit qui te permet d'épargner et d'investir. Donc, l'actif sous-jacent, en l'occurrence, qui est pour nous le Bitcoin, il fallait quand même qu'on ait une certaine hypothèse sur le fait que ton épargne prenne de la valeur. L'idée, c'est pas que les gens épargnent et investissent sur quelque chose qui leur ferait perdre leur pouvoir d'achat et que leur épargne ne se valorise pas dans le temps. Et donc, on a fait cette analyse-là. Alors, pas au moment de Bitsack, c'est une thèse qu'on a, enfin, moi, pour ma part, depuis que j'ai commencé à étudier le Bitcoin il y a quelques années. Mais il faut savoir que Bitcoin, c'est euh, pour nous le seul réseau monétaire qui est complètement universel, qui est transparent, qui fonctionne sans intermédiaire de confiance. C'est le réseau le plus sécurisé, c'est le réseau le plus décentralisé. Et il y a un point important qui est que la politique monétaire de Bitcoin ne changera jamais, puisqu'elle est aujourd'hui prédéfinie. Donc elle est ce qu'on appelle prévisible, prédéfinie. Elle a commencé à zéro via un système nous enfin, que j'appelle alors, excusez l'anglicisme, mais d'open mining, c'est-à-dire qu'il y a eu Satoshi, le créateur de Bitcoin, a mis le code source à disposition de n'importe qui, et n'importe qui pouvait miner du Bitcoin, donc télécharger le logiciel de Bitcoin et miner du Bitcoin. Euh, et donc c'est parti de zéro, et il y avait vraiment un système ouvert auquel n'importe qui pouvait participer. Il n'y a pas eu ce qu'on appelle et ce qu'on retrouve dans beaucoup d'autres projets, euh, du pre-mining, qui veut tout simplement dire que certaines personnes, enfin, souvent les développeurs ou l'équipe fondatrice de la boîte, euh, vont attribuer dès les premiers jours une valeur au jeton. Il faut savoir que Bitcoin, pendant plusieurs années, au moins un an ou deux, n'avait aucune valeur. C'était vraiment une idéologie de quelques passionnés qui voulaient créer une monnaie native à Internet qui fonctionnait sans intermédiaire de confiance. Et petit à petit, il y a une valeur qui s'est créée par son utilisation. Donc voilà, il y a plein de choses qui fait que Bitcoin est unique euh, pour plusieurs raisons et une vraie révolution technologique, sociétale, monétaire et autres. Et on ne le retrouve pas ça aujourd'hui sur d'autres crypto-monnaies. Et donc, c'était important pour nous de, en tout cas, avoir un œil assez sceptique par défaut sur l'ajout de d'autres crypto-monnaies sur Bitstack parce voilà, on veut juste tout simplement pas que nos utilisateurs épargnent sur n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est un peu pour la réponse longue, c'est les deux, mais importantes, ça je voulais l'expliquer, les deux raisons pour lesquelles on a choisi d'avoir une proposition de valeur qui tourne seulement autour du Bitcoin. Très bien. Et est-ce que c'est pour ces raisons-là que tu t'es intéressé aux crypto-monnaies? Alors, comme Tu t'es d'abord intéressé à Bitcoin ou à d'autres crypto-monnaies d'abord? ouais, c'est une bonne question. Je pense que j'ai un parcours qui est plutôt standard. Enfin, c'est en tout cas celui que j'ai retrouvé chez beaucoup d'autres personnes. Mais donc, moi, j'étais, pour retracer un peu, que les gens se situent, j'étais étudiant, j'ai fait mes études à l'université de McGill, donc à Montréal, au Canada, il y a maintenant quelques années. En 2000, j'ai commencé mes études en 2014, donc en école de commerce. Pour la petite anecdote, c'est à ce moment-là que j'ai rencontré mon cofondateur Kabir, qui était lui aussi en fait à l'école à McGill, mais lui en école d'ingé. Et justement, on est tous les deux tombés sur Bitcoin. Enfin, on a tous les deux étudié et tombé sur Bitcoin. Quand je dis étudier, c'était évidemment pas à l'université, c'était en parallèle de nos cours dans notre temps perso. Mais du coup, voilà, pour la petite anecdote, on s'est rencontrés, parce moi j'étais en école de commerce, je suis en école d'ingé, il n'y avait aucune raison qu'on se rencontre, on s'est rencontrés parce que justement on travaillait tous les deux sur Bitcoin. Moi je suis tombé sur Bitcoin, alors c'est vrai qu'à chaque fois que j'y pense, je ne sais pas si je me rappelle exactement le premier moment où j'ai entendu le mot Bitcoin ou où vraiment j'ai commencé à creuser le truc, mais je me souviens de mes premiers pas, c'était en fait à Montréal, ce qui s'organisait beaucoup et moi c'était un sujet qui m'intéressait, c'était tout ce qui était nouvelles technologies, start-up, innovation et donc je passais beaucoup de temps à ce qu'on appelle meet-up, donc des points de rencontre qui étaient organisés. C'est des petits événements où il y a une vingtaine enfin ça dépend des événements, c'est plus ou moins gros, mais généralement une vingtaine de personnes qui se réunissent autour d'un sujet, 20, 30 ou plus. Et c'est très informel, il y a un peu à manger, à boire et les gens discutent. Voilà, à la base, c'est ça.
Et à Montréal, il s'avère, et ça c'est un peu par chance, je le dis, que j'aime bien dire ça, une super communauté de Bitcoiners, déjà à l'époque. Donc il y a plein de figures aujourd'hui dans l'écosystème Bitcoin qui étaient, alors pour le coup, il y en a plein qui y sont plus, mais qui étaient à Montréal à ce moment-là. Et donc moi, je me suis retrouvé dans certains de ces meet-ups-là, et du coup, à écouter pas mal de personnes qui avaient, eux, déjà creusé le sujet depuis un petit moment, parler de Bitcoin avec beaucoup de voilà, avec une vraie explication claire, une vraie passion pour pourquoi ça allait, enfin une vraie conviction sur pourquoi ça allait changer le monde. Et donc, je m'y suis intéressé, ça a attisé ma curiosité. Donc moi, je suis tombé dedans par Bitcoin. J'ai eu une période par la suite, enfin très rapidement derrière, bon bah du coup, 2016, il y a Ethereum donc un peu la jeunesse d'Ethereum aussi, l'ICO d'Ethereum, entre guillemets. Donc, je suis tombé dedans aussi. J'ai commencé à creuser le sujet. Et ensuite, il y avait plein de crypto-monnaies. Alors, il n'y en avait pas autant qu'il y en a aujourd'hui, mais il y en avait plusieurs déjà. Et après, bon, ça a été l'effet boule de neige. Il y en a eu de plus en plus. Donc, j'ai fait Bitcoin d'abord, ensuite Ethereum et ensuite d'autres crypto-monnaies. Et rapidement derrière, j'ai commencé à travailler sur le sujet. En fait, en parallèle de mes études, j'ai monté un projet qui était financé et accompagné par l'université, pour le coup, au sein de l'accélérateur de McGill pour lequel on développait des solutions pour des entreprises, des fonds institutionnels, des boîtes d'audit, des conservateurs d'actifs numériques, qui voulaient en fait avoir des solutions d'audit, donc prouver qu'ils détenaient X Bitcoin via leurs clés privées. Donc il y avait des schémas de signature cryptographiques pour prouver qu'ils détenaient ces Bitcoins ou des preuves de réserve. Donc on développait des petites solutions, mais plus en conseil. Et c'est à force de travailler dessus qu'en fait, j'ai fait Bitcoin, Bitcoin plus crypto-monnaie, et je suis retourné sur Bitcoin. Parce qu'à force de creuser le sujet, justement, j'ai creusé ces différences entre ce qui rendait Bitcoin unique, les différences avec les autres crypto-monnaies, et du coup, pourquoi c'est vraiment Bitcoin qui est intéressant, pourquoi Bitcoin est une réelle révolution, et innovation technologique, et encore une fois, sociétale, monétaire et autres, et pas forcément le reste. En tout cas, il y a moins de conviction sur le reste. Voilà, donc ça, c'est un peu, ça a un peu été mon chemin. Euh, et voilà, et ça m'a amené justement après à créer Bitstack, qui est une solution 100% Bitcoin pour le moment. Très bien. Et vu que tu as eu une expérience Bitcoin au Canada et en France, est-ce que tu trouves qu'il y a une mentalité qui est différente ou il y a des différences entre les personnes, entre les Canadiens et les Français en termes de vision sur les crypto-monnaies? Alors, c'est difficile de tirer une comparaison, euh, une vraie comparaison, parce que c'était à deux époques différentes. Enfin, ça paraît, on dirait que je parle de deux époques réellement différentes, mais pour le monde enfin, si on prend le monde de la crypto-monnaie globalement, il s'est passé, enfin, c'était deux mondes différents. De 2000, moi, quand je suis tombé dedans, donc 2016 j'ai quitté le Canada en 2020, de fin 2020, et début 2021 où je suis rentré en France pour monter Bitstack jusqu'à maintenant, c'est deux mondes différents. Donc, donc la comparaison est compliquée. Euh, et encore une fois, je pense que l'écosystème, enfin, sur la partie crypto, c'est globalement le même. Il y a des différences qui se ressentent dans la crypto, mais qui ne sont pas liées à la crypto. C'est des différences plutôt sur la culture, sur la technologie, l'innovation, le financement de nouvelles entreprises innovantes. Voilà, quand on parle de start-up et autres, là, oui, il y a des différences qu'on connaît, enfin, c'est des sujets qui ont déjà été traités. Sur la partie crypto, si on prenait à période égale, alors évidemment, en France, je pense qu'on n'a pas eu mais tu vois, il y a peut-être pas eu les mêmes précurseurs qui ont creusé le sujet aussitôt, parce qu'au Canada, il faut savoir que déjà Ethereum a été comme, enfin, beaucoup des fondateurs d'Ethereum étaient au Canada, beaucoup de gros Bitcoiners habitaient au Canada, donc je pense qu'il y a eu aussi une question de, voilà, beaucoup de choses ont commencé au Canada et donc ça a commencé plus tôt. Maintenant, je sais pas s'il y a des grosses différences. Après, ça dépend avec qui on traîne. Si on traîne avec des gens qui travaillent sur tel sujet ou tel autre sujet, Hmm. qui sont en France ou au Canada, il y aura des différences. Euh, Donc l'écosystème est certainement plus mature en Amérique du Nord, surtout à l'époque, puisqu'il y avait l'innovation,
elle a démarré entre guillemets là-bas. Aux US, il y a des gros acteurs qu'on connaît, qui travaillent sur le sujet depuis longtemps. Mais j'ai envie de dire, en France, on a aussi un exchange qui est très vieux, hein, qui est un des plus vieux exchanges, si ce n'est le plus vieux, il me semble, qui a proposé la paire Euro-Bitcoin. Donc, je sais pas, je peux pas te dire. Mais oui, effectivement, c'était intéressant, en tout cas de mon point de vue, d'avoir démarré. Non, je suis très content que ça a été dans ce sens-là, de démarrer au Canada, puisque j'ai appris plein de choses et j'ai rencontré des gens qui m'ont, je pense, aiguillé de la bonne manière pour vraiment comprendre Bitcoin comme je le comprends aujourd'hui, même si j'ai encore plein de choses à apprendre sur Bitcoin, puis ça évolue super rapidement. Mais aujourd'hui, en rentrant en France, tirer des comparaisons intéressantes et ramener un peu faire un peu poser ma pierre à l'édifice de la manière dont je peux, et tout en continuant à apprendre d'autres personnes et d'autres figures aussi françaises qui contribuent énormément à l'écosystème. Mm. Donc moi, c'est super intéressant pour moi. Ok. Et tu as créé Bitstack en France, c'est ça? C'est ça. Fin 2020, je quitte la boîte pour laquelle donc je finis mes études 2018. Je rejoins une boîte pour diriger la partie produit. Donc moi, j'avais un rôle sur l'équipe produit, enfin qui travaille avec l'équipe d'ingé évidemment et les autres fonctions, euh, qui développait une application mobile qui faisait de l'épargne et de l'investissement. Donc il y a un rapprochement avec ce que je faisais avant, sauf que c'était de l'épargne et de l'investissement sur d'autres actifs. C'était Mm. des ETF d'actions et d'obligations et cash, globalement, pour créer des portefeuilles diversifiés pour les Canadiens. Et notamment en France, en fait, le produit, on l'a lancé en France. Et fin 2020, je quitte cette boîte puisqu'elle va rapidement derrière être rachetée par une néobanque canadienne cotée. Et à ce moment-là, je décide de réconcilier un peu mes deux mondes, enfin ces deux mondes-là du coup, je commençais à bien connaître, qui était le monde de l'épargne et de l'investissement pour les particuliers, pour tout le monde, et le Bitcoin. Et rapprocher, du coup, se dire, tiens, la proposition de valeur de Bitcoin comme une manière d'épargner et de protéger son épargne dans la durée, ben, si on pouvait le rendre aussi accessible qu'un produit d'épargne financier classique. Alors en France, c'est un livret A, mais en Amérique du Nord, il faut savoir que c'est le marché boursier. La retraite de la plupart des gens est investie dans dans les marchés boursiers, donc ces ETF d'actions et d'obligations. Si on pouvait faire la même chose, ça pourrait être super intéressant. Et donc je quitte mon job fin 2020 et début 2021, je rentre en France. Je crée Bitstack en avril 2021, si je ne dis pas de bêtises. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, et ça peut-être allusion aussi à ta question, pourquoi on est rentré, enfin pourquoi je suis rentré en France et pourquoi avec Kabir après on a décidé de poursuivre le marché français, parce qu'en 2019 il y a la loi Pacte qui a été votée. Alors globalement, sans rentrer dans les détails, mais c'est une loi qui a été votée avec plein de nouvelles règles sur des obligations pour des institutions financières qui fournissent différentes activités et dont un nouvel encadrement qui a été créé, qui était l'enregistrement PSAN. Donc pour justement encadrer les prestataires de services sur actifs numériques. Donc des entités, des sociétés qui fournissent des prestations, enfin des services d'achat-vente de Bitcoin vers les euros, notamment, enfin d'actifs numériques contre des euros, des services de conservation d'actifs numériques, donc de conservation de Bitcoin en l'occurrence pour nous. Donc ça, c'est quelque chose de nouveau. Et on a vu ça, nous, en l'occurrence, comme une opportunité. On s'est dit, bah tiens, justement, on se posait ces questions, comment rapprocher, comment rendre le Bitcoin accessible et créer un produit d'épargne en Bitcoin comme le livret A, tu vois, pour faire l'analogie, un truc que tout le monde pourrait avoir, tout le monde pourrait se créer et épargner. Ben, si tu veux, la réglementation, ça reste intéressant de ce point de vue-là parce que ça nous permettait de créer euh, une société de confiance qui est encadrée par un régulateur et du coup, du point de vue du consommateur, du particulier qui rentre en relation avec nous, qui devient notre client, d'être rassuré, de se dire que c'est une société française, qu'en cas de problème, il y a un médiateur vers lequel se tourner, etc. Donc voilà, c'est un peu les raisons pour lesquelles on est rentré en France. Puis clairement, il y avait aussi une opportunité en France de démocratiser, puisque même en 2020, ça paraît, c'est il n'y a pas si longtemps, mais le Bitcoin, et même aujourd'hui, j'ai envie de dire, ça reste encore nouveau. Il y a pas mal de démocratisation à faire et de pédagogie autour de pourquoi Bitcoin est intéressant, pourquoi c'est un produit d'épargne intéressant. Donc voilà, c'est pour ça qu'on est rentré en France. Bien sûr.
Et comment se passent les réglementations liées entre Fiat et Bitcoin? Est-ce que tu as eu des histoires, par exemple, il y a un client qui achète son café 2,60 € et la banque refuse d'arrondir à l'euro au-dessus ou quelque chose comme ça? Alors, oui, c'est possible, il y en a. Alors, pas sur l'arrondi, enfin, pas sur le calcul de l'arrondi, parce qu'en fait, il faut comprendre que c'est deux opérations distinctes. La partie connexion bancaire, ça va peut-être me permettre d'expliquer un peu cette partie-là, parce qu'on nous pose souvent aussi des questions. Est-ce que c'est sécurisé? J'ai pas envie de rentrer mes identifiants bancaires. Il faut savoir que la partie connexion bancaire, ça n'a rien à voir avec la partie crypto-monnaie. C'est une technologie qui a été mise en place via un cadre, ça a son propre cadre réglementaire qui s'appelle la DSP2. Maintenant, d'ailleurs, on travaille sur la DSP3. Mais en gros, c'est juste la directive sur les services de paiement. C'est aussi un cadre réglementaire qui a été mis en place il y a quelques années. Et en l'occurrence, pour la DSP2 et cette partie qu'on appelle l'agrégation de comptes ou l'agrégation d'informations financières, c'est un cadre qui a en fait forcé, entre guillemets, les banques à mettre à disposition des API, donc des connexions, on va dire, informatiques, pour que les consommateurs, les particuliers, les clients des banques puissent se réapproprier leurs données financières. Parce qu'il faut savoir que sinon, en fait, les banques avaient un monopole, enfin, ces institutions financières, dont les banques, avaient un monopole sur les données financières de leurs clients. Et donc, en tant que client, et en France et en Europe notamment, on a quand même beaucoup de réglementations sur la protection des données et la souveraineté des données pour l'utilisateur. Bah, du coup, ça en faisait partie. C'était une étape de plus pour permettre aux utilisateurs de coup de contrôler leurs données. Et en fait, in fine, qu'est-ce que ça veut dire pour le client? Ça veut dire que s'il veut utiliser une nouvelle application innovante qui lui permet, par exemple, d'analyser ses transactions pour lui créer un budget ou analyser ses transactions pour lui faire un calcul automatique de sa capacité d'emprunt immobilier, etc. Donc, il y a tous ces cas d'usage qui se développent et l'utilisateur est en mesure de dire, OK, je force, entre guillemets, ou je donne mon autorisation pour que mes données soient utilisées et mises à disposition pour que je puisse bénéficier de ce service-là. Donc ça, c'est la première partie. Et cet encadrement, c'est hyper important de le savoir, s'assure de la sécurité et la bonne utilisation de cette connexion bancaire. Par exemple, pourquoi je dis ça? Un Bitstack n'a jamais accès à vos identifiants bancaires. Donc, quand vous établissez une connexion entre, je dis n'importe quoi, votre compte LCL et Bitstack, ce n'est pas nous qui gérons cette connexion-là. On travaille avec des prestataires agréés, qui sont agréés dans ce cadre qui est la DSP2. Et c'est eux qui avec sous la supervision du régulateur, s'assurent de la bonne connexion, qu'il n'y a pas de problème au niveau des données. Et nous, on n'a jamais accès à ces données-là. On n'a pas accès aux identifiants bancaires. On ne peut pas faire d'opération sur le compte du client. On peut pas. En fait, on a un accès en lecture seul et seulement suite à l'autorisation du client. Donc ça, c'est la première partie. Pour la deuxième partie qui, je pense, se pencher plus sur ta question, c'est est-ce qu'on peut avoir des challenges ou en fait, ce que les banques peuvent bloquer? Ça ne va pas être à ce niveau-là, du coup. Ça va être vraiment là, pour le coup, sur l'achat, l'opération par carte ou un virement bancaire. C'est les deux modes de paiement aujourd'hui qu'on propose pour acheter du Bitcoin. Donc un virement qui serait émis depuis le compte du client vers nous, vers notre compte bancaire, ou une opération par carte bancaire sur notre plateforme. Et donc l'arrondi, pour faire le lien avec l'arrondi, ce ne sera pas sur le calcul de l'arrondi que ça peut être bloqué, mais c'est sur le prélèvement de la carte pour venir investir cet arrondi-là. Ça, oui. Ce n'est pas des problèmes au niveau de la réglementation, c'est des problèmes au niveau de la banque et des politiques internes des banques ou de l'institution financière qui, euh, sans connaître les détails, euh, après, c'est des choix internes, comme je disais, mais la banque a décidé de ne pas permettre à ses clients d'acheter de la crypto-monnaie. On l'a très bien vu d'ailleurs, et je pense que tu as dû en parler avec d'autres personnes à titre personnel, mais des gens qui ont eu l'expérience où la banque, ils essaient de faire un virement ou un paiement par carte, soit c'est bloqué, ou pour la carte, pour le virement, la banque va appeler ou envoyer un email en disant attention, opération suspecte, êtes-vous sûr? Ensuite, on explique à son conseiller qu'on est sûr qu'on veut effectuer ce virement pour acheter de la crypto-monnaie ou du Bitcoin. Ensuite, le conseiller financier qui va dire, ou le chargé d'affaires qui va dire
Ah, ok, mais alors voici une décharge. Nous, on n'a aucune responsabilité. On vous a dit que c'était à risque, vous allez perdre votre argent. Il faut que vous signiez ici si vous voulez absolument le faire, malgré tous nos avertissements. Voilà, c'est un peu les bâtons dans les roues que mettent certaines banques, pas toutes, certaines, euh, à certains de leurs clients. Et moi, je trouve que le message, la conclusion et le message derrière tout ça, malheureusement, c'est juste qu'on se rend compte qu'on n'est pas réellement en contrôle de son argent. C'est-à-dire, il n'y a aucun souci pour aller acheter des tickets de loto à la Française des Jeux et dépenser tout son salaire tous les mois sur des tickets de loto. Mais au moment où on veut faire un virement pour acheter 100 euros de Bitcoin sur une plateforme agréée, enregistrée pour le coup, parce qu'il y a une nuance sur l'agrément et l'enregistrement, mais enregistrée auprès de l'autorité des marchés financiers. Donc, on ne parle pas de n'importe quelle plateforme dans un pays lointain. C'est pas possible. Alors, est-ce qu'il y a des conflits d'intérêts aussi vis-à-vis des banques et de l'écosystème de la crypto-monnaie? Peut-être. Mais en tout cas, certaines banques ont des politiques internes assez strictes là-dessus. Et c'est vrai que certains utilisateurs sont clients de banques qui ne les permettent pas d'acheter de la crypto-monnaie. Donc ça, on le voit au quotidien. C'est minoritaire, heureusement, mais ça arrive. Et je pense qu'aujourd'hui, pour Bitstack, c'est une opportunité pour nous de finalement aller là où les banques ne vont pas et de proposer des produits et des services pour que nos utilisateurs n'aient plus à faire ces concessions-là. Entre bah, j'ai une banque, parce que ma banque me permet de faire mes opérations du quotidien, avoir une carte, un IBAN, euh, faire des virements, payer mes coûts, enfin, faire mes achats avec la carte tous les jours. Et aussi, après, j'aimerais investir notamment dans les crypto-monnaies ou dans le Bitcoin. Ben là, je peux pas. J'ai des problèmes. Donc, nous, c'est des sujets sur lesquels on se penche parce qu'on trouve qu'on aurait, dans le monde d'aujourd'hui, on n'a pas à faire ces concessions. C'est-à-dire le Bitcoin et le système financier actuel, ils devraient pouvoir communiquer et être en synergie. Donc voilà. Ok. Et bah, vu que tu parlais de communication, de votre côté, vous gérez comment l'achat de Bitcoin? Est-ce que vous prenez des frais? Est-ce que au bout d'un certain nombre d'euros, vous achetez les Bitcoins? Comment ça se passe? Alors, il y a une opération par ordre client. On fait pas on regroupe pas des transactions. On me pose souvent la question. Je ne sais pas si c'est parce que d'autres plateformes le font peut-être. Mais quand tu achètes 10 euros de Bitcoin sur Bitstack, ce qui se passe tout simplement, c'est que nous, on émet un ordre enfin, on place un ordre de 10 euros Bitcoin sur des plateformes sur lesquelles on est connecté. Donc, des plateformes partenaires. Donc, des plateformes d'échange, des places de bourse, des crypto-monnaies, si on peut dire ça comme ça. Donc, des plateformes d'échange. Nous, on en travaille quelques-unes. Tu achètes 10 euros de Bitcoin. On, euh, on vérifie où est-ce que c'est qu'on peut placer le meilleur ordre pour avoir la meilleure exécution d'ordre. On la place. Les euros sont convertis en Bitcoin et les Bitcoins sont crédités sur le wallet que nous, on conserve puisqu'on est custodial. Qu'est-ce que ça veut dire pour ceux qui nous écoutent? C'est qu'on s'occupe de la conservation des actifs du client, un peu comme une banque, entre guillemets. Je dis vraiment entre guillemets parce que on n'est pas une banque, hein. Juste comme un client perçoit sa banque, c'est nous qui s'occupons de la gestion du compte. C'est ça que je veux dire. Par contre, l'utilisateur, et ça c'est un peu la beauté d'utiliser un système comme Bitcoin, qui est un système monétaire ouvert, c'est que l'utilisateur peut retirer ses Bitcoins. Donc nous, on s'occupe de la conservation par défaut. Quelqu'un qui ne veut pas avoir à se soucier de quoi que ce soit, il n'a rien à faire. Il place son achat. Dans son application, il voit qu'il a 10 euros qui sont convertis en X Bitcoin, enfin 0,0 X Bitcoin qu'il détient. Il peut suivre le cours, il peut revendre, il peut en racheter plus. Par contre, à tout moment, il peut décider de les retirer et de sécuriser lui-même ses Bitcoins. Parce que c'est ce qui est possible, ce qu'on peut faire avec Bitcoin. On peut se créer un portefeuille sur un mobile, sur son ordi, et on va pouvoir sécuriser sa clé privée. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques, mais euh, on peut faire du non-custodial, ce qu'on appelle, et donc être souverain, en tout cas, sur la possession de la clé, et pas avoir à faire confiance à un parti tiers. Mm. Euh, voilà, donc ça, c'est possible. Mais c'est comme ça un peu pour expliquer, c'est comme ça que ça marche un peu le schéma. Je fais un paiement par carte ou un virement, on réceptionne les euros sont convertis en Bitcoin,
les bitcoins sont crédités sur le portefeuille client que nous, on gère, du coup, pour le compte du client. Et après, le client soit le laisse là, et pour revendre par la suite ou autre, pour effectuer d'autres opérations, ou il décide de retirer ses bitcoins pour les sécuriser lui-même. Voilà, c'est un peu le schéma. Et pour le schéma inverse, par exemple, si on a converti du Bitcoin, est-ce qu'on peut convertir du Bitcoin et les mettre en euros et récupérer notre argent? Oui, absolument. Ok. Absolument. Donc ça, c'était important pour nous, comme je disais plus tôt, que l'utilisateur ait le contrôle de son argent à tout moment. Donc que ça soit de pouvoir retirer ses bitcoins, c'était possible dès le premier jour de Bitstack, ça c'était super important pour nous. Mais aussi, comme tu le dis, sur le schéma inverse, de pouvoir, on détient du bitcoin. Par exemple, chez Bitstack, on a épargné avec l'arrondi ou on a mis un achat récurrent de 10 euros tous les jours, par exemple. Puis 6 mois plus tard, petite parenthèse, l'épargne, c'est pour qu'elle soit utilisée, c'est ça l'objectif. L'épargne, c'est pour financer des objectifs de vie. Donc 6 mois plus tard, on se dit, j'avais épargné pour m'acheter, pour partir en voyage. Tiens, prenons cet exemple-là. Euh, Bah là, il est possible de directement depuis l'application, on appuie sur le bouton vendre, tout simplement, et on va vendre une partie ou la totalité de ces bitcoins, c'est au choix de l'utilisateur. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va convertir les bitcoins euh, du wallet client, donc du compte client, en euros. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'automatiquement et instantanément, on émet un ordre de virement depuis notre banque à la banque de l'utilisateur. Donc l'utilisateur peut soit sélectionner un des comptes qu'il avait déjà connecté à l'application, ça c'est le plus simple. S'il n'en a pas, parce qu'il ne voulait pas faire l'arrondi, il a juste acheté ponctuellement, il peut aussi saisir manuellement un IBAN. Donc il vend, au moment de l'ordre de vente, on va lui dire sélectionnez le compte sur lequel vous voulez être crédité vos euros. Il sélectionne soit un compte qu'il avait déjà synchronisé, soit il saisit un IBAN manuellement. Et nous, on émet un ordre de virement et il reçoit les fonds sous 1 à 3 jours ouvrables. Ouvrés, en l'occurrence. Hmm. Très bien. Et à propos de Bitstack, est-ce que vous allez rester. Est-ce que vous avez d'autres projets à l'avenir ou vous allez rester sur ce type sur l'épargne? Non, on a plein de nouveaux projets super excitants qui arrivent. L'épargne, pour nous, alors, il y a plein de choses aussi qui arrivent pour juste améliorer le produit actuel et sortir quand même quelques nouveautés qu'on annoncera bientôt. Euh, mais l'épargne, pour nous, c'était un point de départ. L'arrondi, c'était un point de départ. L'épargne, globalement, c'était un point de départ. Et j'en ai fait un petit peu allusion juste avant quand on parlait un peu des challenges avec les banques et un peu cette concession qu'on doit faire entre être bancarisé chez une grosse institution comme un LCL, un Crédit Agricole ou autre pour ses opérations du quotidien. Mais pour la partie crypto-monnaie, on est obligé d'utiliser d'autres plateformes et souvent il y a des challenges entre les deux. C'est pas très fluide, les opérations entre les deux. Ben, nous, on a annoncé il y a quelques mois maintenant que justement Bitstack avait pour ambition d'émettre directement des IBAN virtuels. Donc pour ceux qui utilisent des Lydia, des Revolut ou des N26, c'est la même chose. Vous allez obtenir un compte en euros avec un IBAN, comme vous l'avez aussi chez votre banque. Et l'utilisateur pourra du coup directement utiliser Bitstack comme son compte courant en euros. Et associé à ce compte courant en euros, il y aura aussi la carte Bitstack qui permettra justement d'effectuer des opérations du quotidien. Et la particularité de cette carte, qui est pour nous, qu'on a hâte pour laquelle on a hâte d'en dire plus, parce qu'il y a pas mal de choses qui vont sortir sur cette carte, mais c'est le fait qu'il y aura l'arrondi aussi sur la carte, Bitstack évidemment, donc instantanément, c'est-à-dire là, vous ferez un paiement avec la carte Bitstack en euros dans n'importe quel commerçant, chez n'importe quel commerçant, il y aura un arrondi instantané en Bitcoin qui sera fait. Euh, et deuxièmement, on est en train de développer tout un réseau d'affiliés, tout un réseau de partenaires, de marques avec qui on va travailler pour développer des offres de cashback, donc des remises en argent en Bitcoin. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous dépensez avec la carte Bitstack chez une marque, de la grande distribution, un retailer ou autre, et on va être en mesure de vous donner de l'argent en retour. Donc, je dis n'importe quoi, s'il y a une offre à 10%, ça veut dire que vous faites un achat à 100 euros, il y a 10 euros qui vous sont remis en Bitcoin. Vous gagnez 10 euros de Bitcoin, tout simplement gratuitement. Et donc, on est en train de développer ça avec plein de marques pour que, en fait, la carte Bitstack soit utilisée de partout et que vous puissiez gagner en fait des récompenses en Bitcoin lorsque vous dépensez.
Euh, donc voilà, demain, BitStack, ça a une ambition beaucoup plus grande. Et d'ailleurs, on va annoncer pas mal de choses, enfin, on va donner plus de détails sur tout ça bientôt. Mais en gros, il y aura un compte courant en euros, un compte épargne en Bitcoin, une carte qui permettra de dépenser ses euros comme on le fait avec sa carte actuelle, mais avec plein de fonctionnalités qui tourneront autour du Bitcoin. Donc, toujours possible d'acheter, vendre du Bitcoin, l'arrondi en Bitcoin, mais aussi du cashback en Bitcoin, donc des récompenses en Bitcoin lors de ses dépenses. On pourra envoyer et recevoir de l'argent entre utilisateurs BitStack en euros ou en Bitcoin. Et donc voilà, on commence à élargir un peu l'offre et répondre à ces besoins que nos utilisateurs nous ont remontés, qui étaient toutes ces concessions qu'ils avaient en faire entre leurs opérations du quotidien et les opérations sur la partie plus Bitcoin, crypto-monnaie qu'ils essaient de faire. Et là, on va rassembler tout ça en une seule et unique app. Très bien. C'est une très très bonne conclusion sur Bitstack. On va maintenant parler un peu plus de toi. Est-ce que, c'est une question un peu spéciale, est-ce que tu as une anecdote à raconter durant ton aventure dans les cryptos? Quelque chose qui t'a marqué, je sais pas. Alors, c'est une bonne question. J'y ai jamais vraiment pensé s'il y a une anecdote particulière. Il y a plusieurs. Alors, il y a un moment qui m'a marqué. Je sais pas si c'est une anecdote, parce que c'est un peu pour moi. Je sais pas pourquoi je m'en souviens. Avec le recul, c'est le moment. C'est le moment. C'est au tout début quand je commençais à creuser Bitcoin. Alors, moi, je le cache pas. La première fois que j'ai acheté du Bitcoin, c'était. Bah, à l'époque, il y avait moins de choix, donc j'avais utilisé, si je dis pas de bêtises, j'avais dû utiliser Coinbase. Puis en plus, j'étais en Amérique du Nord, donc c'était bien plus courant là-bas. Euh, j'étais sur l'app. Et je vois le Bitcoin passer les 1000 dollars, quoi. 1000 dollars canadiens ou 1000 dollars US. Je sais plus si je pense que je traquais le prix en dollars US. Donc 1000 dollars US. Et je pense que ça m'a marqué avec le recul. Parce que bon, évidemment, maintenant, on n'est plus du tout dans ces tranches de prix. Et donc, c'est vrai que c'est une anecdote que, enfin, quand on me demande, je sais pas pourquoi les gens se concentrent beaucoup sur le prix du Bitcoin. Moi, j'étais là à tel prix ou tel prix, bon, peu importe. Mais du coup, c'est un peu moi, ma petite anecdote. Pas parce que c'était 1000 euros et que c'est aujourd'hui 26 fois plus, mais plus parce que c'est un palier un peu symbolique. Tu vois, ça tournait autour des 800, 900 quand j'ai dû checker la première fois. Et hop, ça passait 1000. Et je pense qu'après, on avait suivi sur un peu, il y avait un peu d'euphorie. Bon, après, c'est allé très vite et c'était monté très vite. Mais du coup, ce petit palier symbolique, c'est quelque chose dont je me rappelle. Ça, c'est la première anecdote. Après, moi, j'ai beaucoup d'anecdotes, mais ça va pas forcément lié au Bitcoin. Enfin, c'est lié au Bitcoin, mais vis-à-vis de mon expérience avec Bitstack. Euh, Ah oui, après, bon, il y avait les débuts d'Ethereum qui étaient intéressants, parce que c'est vrai qu'Ethereum, c'est quand même tout un écosystème aujourd'hui. À l'époque, du coup, c'était en train de naître. Euh, Tout le monde parlait de l'ICO d'Ethereum. Ensuite, il y a eu tous les projets qui sont montés. 2017, je me rappelle, j'avais plein de gens qui m'appelaient parce qu'ils commençaient à faire beaucoup d'argent dans les ICO, mais enfin bon, avec le recul, hein, c'était beaucoup du scam. Enfin, les projets, c'était beaucoup du scam, mais bon, donc il y a des gens qui se sont fait beaucoup d'argent, mais il y a aussi beaucoup de gens qui ont perdu beaucoup d'argent. D'ailleurs, on a certainement plus qu'on en perdu que ceux qu'on en gagné. Mais ça m'avait aussi marqué parce que c'était vraiment, c'était l'euphorie, quoi. Moi, je travaillais sur mon projet, donc il y avait des gens qui me contactaient pour me parler de leur projet ou juste échanger sur le sujet. Et je me rappelle, c'était vraiment des gens de tout horizon qui se plongeaient dans le milieu et qui d'un coup se croyaient traders avertis et qui se croyaient très forts. Alors qu'en fait, je pense que si tu ne faisais pas d'argent, là, il y avait plutôt un problème puisque tout montait, donc c'était pas très difficile de ne pas faire d'argent. Euh, mais du coup, ça m'a marqué aussi. Après, j'ai plein de petits meet-up. Il y a eu toute une grosse phase minage en Amérique du Nord. Puis il y avait tout un sujet au Québec, puisqu'au début, Hydro-Québec, qui est une grosse, bah, qui est l'entité, enfin, qui est une société qui est détenue par l'État, si je dis pas de bêtises, en tout cas qui est à un certain niveau, et qui gère, c'est un peu comme EDF en France, quoi, on va dire. Euh, c'est eux qui produisent l'électricité au Québec. Ils étaient pas forcément contre le minage de Bitcoin, mais après, il y a eu un retournement de situation. Ils ont commencé à couper. Ce qui est très dommage parce qu'au Canada, il y avait une production d'électricité quand même assez peu coûteuse à un moment donné. Puis il y avait aussi cette idée qu'il faisait froid et que du coup, on pouvait recycler l'énergie pour la partie un peu, euh,
enfin, utiliser la chaleur que les machines génèrent pour Chauffer les chauffer maisons. certaines, ouais, des maisons ou pour les particuliers ou même autre chose. Euh, et finalement, Hydro-Québec a commencé à se retourner. Donc, il y avait cette partie-là qui était une petite anecdote. Enfin, il y avait eu des anecdotes autour de ce sujet-là. Euh, quoi d'autre? Non, et après, c'est des anecdotes autour de Bitstack quand on a démarré. Voilà, puis voir la réglementation évoluer. Je pense que ça, c'est un sujet qui est encore d'actualité aujourd'hui, mais qui est super intéressant. C'est pas des anecdotes très drôles pour le coup, mais il se passe pas mal de choses à ce niveau-là. Euh, Puis après, il y a les développements de Bitcoin. Il y a eu Lightning, qui est mine de rien, ça fait quelques temps, mais en même temps, c'est assez récent. Lightning, je crois que le white paper de Lightning, il est sorti 2018, 2017-2018, en tout cas autour de 2018. Donc ça montre aussi que c'est récent, mais ça montre aussi que bon, voilà, il faut du temps pour développer des choses sur Bitcoin, et c'est normal. Euh, donc voilà, c'est un peu mes différents. Bah, je t'ai balancé un peu pas mal de choses qui me viennent en tête là à chaud. Mais c'est un peu ça, c'est un peu mes différents souvenirs qui tournent autour du Bitcoin. Très bien. Et oui, on parlait du passé, etc. Et maintenant, on va sortir un peu la boule de cristal. De ton point de vue, quel est le Le... futur de la blockchain? Quels sont les challenges, les défis, etc. Alors pour moi, le futur de la blockchain, ça tourne autour du Bitcoin, forcément, puisque le Bitcoin et la blockchain, pour moi, sont intimement liés. C'est important de le mettre en avant. En tout cas, je- plein de gens ne seront pas d'accord avec moi. Euh, mais la blockchain est une pièce du puzzle qui était nécessaire pour que le Bitcoin fonctionne et, et vice-versa. La blockchain, pour qu'elle fonctionne, elle a besoin d'un actif natif à la blockchain qui sert d'incitation économique pour que les différents acteurs, un peu la partie théorie des jeux, donc que les gens aiment bien mentionner. Et donc, quant à ça, cet actif, il est catégorisé d'actif monétaire. Il doit être attribué une valeur. Et donc, on rentre dans les caractéristiques monétaires de cet actif. Et Bitcoin est bien supérieur pour plein de raisons que j'avais énumérées au tout début. Euh, et du coup, il n'y a pas besoin d'en avoir plusieurs. Et on le voit aussi aujourd'hui, on parle beaucoup de décentralisation. Enfin, quand on parle de blockchain, je sais que pour beaucoup de gens, c'est synonyme de décentralisation. Une blockchain toute seule, c'est pas, ça fait pas grand-chose. Faut le savoir. Euh, et, euh, et beaucoup de projets qui se veulent décentraliser sont pas du tout décentralisés. Ça, je pense, que c'est un abus de langage, malheureusement. Euh, donc, si les gens veulent envisager un futur décentralisé ou parlent de finance décentralisée, la finance décentralisée, c'est Bitcoin. Euh, la raison pour laquelle Bitcoin est décentralisé, c'est parce que tout le monde peut rouler un nœud chez lui. Parce que c'est ça, c'est ça d'être décentralisé, c'est que tu as plein de gens qui ont téléchargé le logiciel de Bitcoin et qui appliquent les règles du protocole de Bitcoin. Et c'est comme ça que on s'assure que les règles du jeu restent les mêmes pour tout le monde. C'est pas, je sais pas, moi je connais pas beaucoup de gens qui roulent un nœud Ethereum, j'en connais pas en fait, à part des entreprises. Et encore, ces entreprises-là roulent leur nœud Ethereum sur AWS, donc c'est un autre sujet. Euh, et pour toutes les autres blockchains, j'en ai jamais entendu parler. Donc je sais pas. Pour moi, c'est ça vraiment. Quand on parle de finances décentralisées, c'est Bitcoin. Bitcoin résout deux problèmes importants dans le monde, c'est l'épargne et le paiement, ce qui est en fait globalement la finance. Après, par-dessus ça, on peut faire plein de choses. Euh, et du coup, ouais, moi, en tout cas, je sais qu'à titre personnel, mon temps se focalise sur Bitcoin, puisque pour nous, c'est là qu'il y a vraiment de la valeur à créer. C'est là qu'il y a la valeur ajoutée, elle est là. C'est là qu'il y a de la valeur à créer. C'est là où on se projette. On sait que Bitcoin était là et toujours là et sera toujours là dans 100 ans. Et donc, nous, même, tu vois, quand on réfléchit à la boîte qu'on veut monter, on veut que notre boîte soit encore là dans 100 ans. Donc, on est obligé de faire des choix en fonction de ça aussi. Euh, donc, c'est ça. Pour répondre à ta question, très clairement, pour nous, le futur de la blockchain, c'est Bitcoin. Euh, Il y a plein de choses qui se passent sur Bitcoin. Les gens pensent qu'il ne se passe pas grand-chose sur Bitcoin. Il se passe plein de choses sur Bitcoin, plein d'évolutions.
Même avec ce que Bitcoin fait déjà aujourd'hui, il y a aussi des évolutions en termes de ce que nous, en tant qu'entreprise, on peut mettre à disposition des particuliers, tu vois, sur le paiement, sur l'épargne, comme on l'a fait avec l'Arrondi, par exemple, mais il y a plein d'autres choses qu'on peut faire. Et en plus, Bitcoin évolue puisque c'est un logiciel informatique. On a parlé du réseau Lightning. Il y a plein d'autres projets qui se développent. Euh, donc bientôt, on va pouvoir on peut déjà avec Lightning faire des paiements instantanés et presque sans frais, avec des frais qui battent toute compétition. Donc une fois que ça sera fait, il y aura, et c'est déjà le cas, et de plus en plus, plein d'entreprises, comme Bitstack aussi notamment, c'est un sujet sur lequel on travaille, qui permettront avec des interfaces assez innovantes et toujours dans l'accessibilité sur du mobile, bah, de faire du paiement, d'envoyer de l'argent à ses amis ou d'envoyer de l'argent international instantanément, quasi instantanément et quasi sans frais. Donc voilà, c'est ça que les évolutions, c'est un peu ça notre boule de cristal. Euh, et après, toujours en gardant un œil ouvert de toute façon sur tout ce qui se passe, évidemment. Les choses avancent super vite, donc à voir comment les choses évoluent. Très bien. Il me reste deux petites questions. C'est deux questions qui se ressemblent, donc je vais commencer par une des plus simples. C'est quel conseil donnerais-tu aux nouveaux arrivants qui découvrent les cryptos? Si on parle de nouveaux arrivants, on parle de particuliers qui viennent Oui, pour investir, j'imagine. oui. Ouais, voilà ça, parce que juste pour confirmer, on ne parlait pas des entrepreneurs, enfin des gens qui veulent démarrer un projet. Mais si on parle voilà, monsieur, madame, tout le monde qui a entendu parler de la crypto et qui se dit, tiens, finalement, j'aimerais bien peut-être mettre des billes, quoi, j'aimerais bien investir un peu. Premier conseil, bon, il y en a plusieurs en fait, il y a plusieurs conseils. Le premier, c'est alors, les gens vont dire que je suis biaisé, mais je pense qu'on est quand même un consensus, enfin, j'espère, sur le fait qu'il faut mieux démarrer avec Bitcoin. Après, les gens font ce qu'ils veulent avec leur argent. S'ils veulent investir dans d'autres jetons, ça c'est leur choix, mais en tout cas, démarrer avec Bitcoin. Évidemment, ne pas mettre plus d'argent que ce qu'on est prêt à perdre. Troisièmement, le faire sur une plateforme. Aujourd'hui, qu'on soit content ou pas, il y a un cadre réglementaire extrêmement rigoureux. Il y a plein de sociétés qui ont fait le choix, et pour beaucoup malgré eux. Enfin, je veux dire, ça a beaucoup de coûts et ça demande beaucoup d'efforts et d'investissements. Mais en tout cas, qu'on fait le choix de respecter ces obligations réglementaires qui permettent de protéger le consommateur, de protéger la société, de protéger l'industrie. Donc, tant qu'à faire, vu que ça existe, il y a une liste blanche qui existe. Vous allez sur le site de l'AMF, qui est l'autorité des marchés financiers, qui est le gendarme boursier en France, qui régule toutes les institutions financières, pas que les crypto-monnaies. Il y a une liste blanche sur le site de l'AMF enfin, où il y a la liste de tous les PSAN enregistrés, donc tous ceux qui respectent ces obligations réglementaires strictes. Donc tant qu'à faire, passer par une plateforme pour qui c'est le cas, donc c'est vrai que ce soit Bitstack, mais il y en a d'autres. Et dernier conseil, euh, le dollar cost averaging. Alors Mm. c'est pareil, c'est quelque chose on entend, enfin peut-être que les gens en ont déjà entendu parler. Nous, c'est ce qu'on met en avant sur Bitstack. Encore une fois, on va dire peut-être que je suis biaisé, mais encore, je pense qu'il y a un consensus aussi là-dessus. Le dollar cost averaging, c'est quelque chose que nous, on faisait pour la boîte pour laquelle je bossais avant Bitstack. Donc, pour dire, il n'y a rien à voir. C'est une stratégie d'investissement qui existe depuis des années, des décennies, et qui marche sur tout type d'actifs. Le principe, il est très simple. C'est de dire, si j'ai 1000 euros à investir, au lieu d'essayer de chronométrer le marché et de dire, bah tiens, je vais essayer d'acheter quand le prix est bas et revendre quand le prix est haut, ce qui est en théorie le mieux, mais en pratique extrêmement difficile à mettre en place puisqu'il faut avoir une boule de cristal pour savoir quand est-ce que c'est le point bas ou le point le plus bas et quand est-ce que c'est le point le plus haut. Et étude après étude, il est démontré que la plupart des gens, 99% des gens, ne peuvent pas faire ça. Déjà, il faut être trader averti, hein, c'est un métier, premièrement. Et en plus, les études démontrent que les traders ne surperforment pas cette stratégie d'investissement. Donc, globalement, je ne conseille pas Et bizarrement, les gens, tout le monde se croit unique. Tant mieux, hein, enfin, moi, j'aimerais bien aussi. Euh, mais c'est vrai que c'est difficile
chronométré parce que ça repose sur tellement de facteurs, certains qu'on contrôle, certains qu'on ne contrôle pas. Donc, globalement, il faut éviter. Et il est tellement plus simple et tellement moins contraignant mentalement et moins stressant de juste se dire, OK, j'ai une thèse d'investissement sur un actif, dont par exemple le Bitcoin. Je me dis que OK, bah, le fait qu'il n'y en aura que 21 millions, je sais que la monnaie ne va pas être diluée. Donc l'offre est rare, enfin, il y a une rareté absolue, il n'y en aura jamais plus de 21 millions, donc l'offre est fixe. La demande va être croissante parce que ben, Bitcoin répond à un besoin de milliards de personnes sur la planète qui souhaitent épargner et protéger leur argent dans la durée, ou qui souhaitent faire des paiements qui ne sont pas bancarisés ou qui sont bancarisés mais qui souhaitent faire des paiements sans tiers de confiance parce qu'il y a de la corruption ou parce que faire un paiement d'un pays à un autre et passer par Western Union ou d'autres places, enfin d'autres solutions qui permettent de faire des transferts d'argent transfrontaliers, c'est hyper cher. Bitcoin répond à ce besoin-là. Donc, Bitcoin répond à un besoin globalement. Donc, c'est une question d'offre et de demande, hein. Le prix du Bitcoin, l'offre est fixe. Si la demande est croissante, le prix augmente. Donc, si on se développe cette conviction-là, bah, au lieu d'essayer de se dire maintenant c'est le bon moment, le 21, enfin, le 13 octobre à telle heure, et je vais essayer de revendre en 3 mois parce que je sais que ça va être plus haut, bah, on se dit non, à la place de mettre 1 000 € d'un coup, je vais mettre 100 € tous les mois pendant 10 mois. Et ça, en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça permet de lisser le risque, de lisser le point d'entrée, puisqu'on va acheter quand c'est à 26 000 €. Si ça descend à 24 000 et qu'on a fait, bah, c'est pas grave, hop, ça va racheter 100 € le mois prochain à 24 000. Ça nous fait une moyenne à 25 000. Si ça remonte, ça rachète. Voilà. Donc ça va créer plusieurs points d'entrée et ça va créer une moyenne, ça va lisser, on appelle ça. Et ça va lisser du coup le risque. Et on va s'exposer à la tendance long terme. C'est-à-dire que si sur long terme, même que ça fait de haut en bas, de haut en bas, de haut en bas, si sur le long terme, ça monte, bah, le fait d'avoir acheté tout au long, eh ben, on va lisser les risques et on aura une bien meilleure performance et on va s'exposer vraiment à toute la tendance haussière du Bitcoin ou de l'actif. Donc, dernier conseil, je fais une petite parenthèse pour expliquer ce que c'était le DCA, le Dollar Cost Average. Mais c'est le dernier conseil, privilégier une stratégie d'investissement qui est du coup qui fonctionne en pilote automatique. On n'a pas besoin de stresser. Ça fonctionne tout seul. Et après, on peut arrêter, on peut mettre en pause, on peut revendre. Mais voilà, donc ça, c'est un peu tous mes conseils. Euh, Creuser Bitcoin, essayer de bien comprendre ce que c'est le Bitcoin, pourquoi le Bitcoin, c'est intéressant. Après, si vous voulez vous intéresser à d'autres sujets, faites-le. Mais démarrez avec Bitcoin. Commencez avec des petits montants. Commencez avec des petits montants que vous êtes prêt à perdre. Utilisez une plateforme enregistrée auprès de l'AMF, qui est sur la liste blanche, ou la retrouver sur Internet, et pratiquez cette stratégie de DCA. Et sur le long terme, ça se passera bien. Mm. Je suis totalement d'accord avec toi. Euh, et dernière petite question, tu as découvert les cryptos quand tu étais étudiant et est-ce que tu as des conseils à donner aux étudiants qui veulent creuser le sujet des cryptos ou quelque chose comme ça? Ouais, ouais, carrément. Bah, mon premier conseil, ça va être le même que juste avant. Euh, alors ça, c'est un truc que j'ai remarqué qui est nouveau. C'est maintenant, je rencontre des gens qui, pour qui ça fait plusieurs années qu'ils sont dans la crypto, mais qui ont pas vraiment creusé Bitcoin. Avant, c'était quand même un chemin un peu plutôt linéaire pour la plupart des gens. C'était à minima Bitcoin et je reste sur Bitcoin, ou j'ai vraiment creusé Bitcoin et après, du coup, enfin, j'ai creusé d'autres choses. Maintenant, j'ai rencontré des gens qui ont réussi à skip cette étape, quoi. Vraiment à juste sauter l'étape du Bitcoin. Ce que je trouve très dommage parce qu'en fait, même si on regarde plusieurs choses, enfin, il faut quand même comprendre Bitcoin. Euh, J'invite les gens à creuser aussi le pré-Bitcoin. Parce que ça, c'est vrai que je trouve que c'est un sujet qui est souvent omis. Euh, mais Bitcoin n'est pas sorti de nulle part. Il y a eu plein d'autres crypto-monnaies qui ont été créées avant Bitcoin. Euh, et de comprendre pourquoi Bitcoin est pas juste la première crypto-monnaie, entre guillemets, mais la première à avoir fonctionné. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a eu avant. Euh, Ça permet aussi de regarder le sujet d'un autre angle et de comprendre potentiellement certains des choix du protocole qui a été fait ou du design de Bitcoin globalement qui ont été faits et pourquoi ils sont importants. Et du coup, potentiellement, pourquoi, si on les retrouve pas autre part, ben, c'est un problème. Donc, remonter, euh, regarder le mouvement des cypherpunks, juste comprendre, il n'y a pas besoin de creuser les détails techniques, mais
c'était quoi l'idéologie de ces gens-là? Euh, et du coup, ça commence dès les débuts d'Internet, parce que dès les débuts d'Internet, comme c'était des personnes qui travaillent, d'ailleurs de manière bénévole, sur la protection de la vie privée sur Internet, etc. Dès les débuts d'Internet, ils se sont posés la question de dire, ah oui, faire des paiements sur Internet, c'est un sujet. Il va peut-être falloir qu'on ait une monnaie qui est aussi euh, décentralisée, du coup, quoi. Enfin, un cash sur Internet anonyme, pour reprendre un peu ce que Satoshi va après nommer sur le white paper. Et il y a plein de crypto-monnaies qui ont été créées, et elles ont beaucoup échoué, eGold, DigiCash et autres, euh, B-Money et plein d'autres. Et c'est seulement après 40 ans de R&D, de recherche et développement, que Satoshi a réussi à créer ce white paper et à proposer Bitcoin. Et de manière organique, Bitcoin a fonctionné. Donc, voilà, ça, c'est hyper intéressant de le comprendre. Premier point. Deuxième point, peut-être juste vous étudiez déjà ces deux choses. La deuxième chose, c'est aussi de comprendre. Il y a eu un moment clé de l'histoire de Bitcoin, c'est en 2017. Euh, il y a quelque chose qui s'appelle The Block Size Wars, donc la guerre des blocs. Mm. C'est hyper intéressant parce que ça répond à plein de questions que les gens se posent sur Bitcoin, ou d'ailleurs que pour ceux qui creusent le sujet, des membres de la famille ou des gens, des critiques de Bitcoin vont essayer de mettre en avant. Et si vous lisez un livre qui s'appelle The Block Size Wars, déjà c'est super intéressant, ça explique ce qui s'est passé à ce moment-là, mais ça répond à pas mal des questions. Globalement, juste pour faire très court, euh, il y a un moment donné dans l'histoire de Bitcoin où les gens ont essayé de changer les règles du protocole, notamment la taille des blocs, donc de la blockchain, de la chaîne de blocs. Donc, pour essayer de répondre à cette problématique qui était, ah, Bitcoin ne traite pas assez de transactions. Et donc, du coup, si demain 1 milliard de personnes utilisent Bitcoin, c'est pas possible. Euh, il y a eu des gens, dont des gros mineurs et des grosses institutions, des grosses plateformes d'exchange, qui ont dit, OK, on veut changer les règles des blocs. Et il y a un autre camp, enfin, on veut changer la taille des blocs. Et il y a un autre camp qui a dit non. En fait, changer la taille des blocs sera un impact important sur notamment la décentralisation de Bitcoin, puisque ça sera plus aussi facile de télécharger le logiciel de Bitcoin, puisque si on augmente la taille des blocs, euh, ça prend plus de place sur le disque dur, forcément, de télécharger toute l'historique de la chaîne de blocs. Donc, c'est un impact sur pas mal de choses, donc il ne faut pas le faire. Et, euh, et ces gens-là ont gagné, puisque c'est les utilisateurs de Bitcoin qui finalement appliquent les règles du Bitcoin. Et pas, il ne faut pas croire que c'est les mineurs ou que c'est les grosses plateformes d'échange, etc. Donc, bon, là, j'ai simplifié énormément, Oui. mais il faut étudier ce moment-là parce que voilà, ça montre un peu pourquoi certains. On apprend deux choses en fait. On apprend pourquoi certains des choix du design sur Bitcoin sont importants, pourquoi cette taille de bloc est importante, pourquoi en fait changer la taille des blocs, c'est un impact. Euh, la partie décentralisation, qui sont les différents acteurs de l'écosystème, l'influence des différents acteurs de l'écosystème, qui a du pouvoir, qui en a pas, et qui décide finalement comment on atteint un consensus. Et, euh, et donc c'est focalisé sur Bitcoin, mais ça permet de comprendre du coup pourquoi sur d'autres projets, quand ils font d'autres choix, ça a un impact. Donc je conseille d'étudier ça précisément. Euh, et ensuite, euh, et ensuite, après, ça dépend de ce que chacun veut faire. On va dire, si quelqu'un est développeur, il est plus technique, bah, il y aura des conseils plus dédiés à ce niveau-là. Si quelqu'un est plutôt veut entreprendre, il faut forcément se pencher un peu, j'ai envie de dire, sur la réglementation. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on fournit un service autour du Bitcoin, que ce soit un service d'achat-vente, un service de conservation, quelles sont les implications? Globalement, il faut savoir que le Bitcoin s'institutionnalise et en fait, globalement, devient réglementé comme des services financiers classiques, tout ce qui est services de paiement, services d'investissement, etc. Donc peut-être creuser ça pour qui s'intéresse. Et voilà. Donc bien comprendre Bitcoin, les débuts, avant Bitcoin, la jeunesse de Bitcoin, comment Bitcoin a été créé, pourquoi la création de Bitcoin, elle est unique. Il n'y a pas eu de préminage. Personne n'a émis des jetons de, de- dans l'air comme ça, de nulle part. Et pourquoi donc ça, c'est important. Euh, le 2017, la guerre des blocs, hyper important. Et ensuite, soit creuser la partie technique, pour ceux qui sont plus techniques, soit creuser la partie un peu plus réglementation. Il y a beaucoup de projets qui se fait aussi en dehors de la France, que ce soit le minage, il y a des projets de minage dans d'autres pays. Donc tout ce qui est énergie, euh, c'est ça qui est hyper intéressant avec le minage sur Bitcoin, c'est qu'on permet de recycler d'énergie qui n'est pas utilisée, qui est isolée ou perdue.
Donc, il y a tout un aspect énergie pour ceux qui sont là-dedans. Et il y a un aspect aussi Bitcoin comme outil d'inclusion financière et de développement dans des pays pour les gens qui ne sont pas bancarisés ou les gens qui ont des accès limités à certains services financiers. Et il y a plein de pays en voie de développement où il y a la plus grosse adoption du Bitcoin. Euh, donc ça, c'est intéressant aussi. Voilà, c'est un peu mes deux, trois pistes à creuser, quoi. Après, Beaucoup les de, gens peuvent piocher. beaucoup de recherches pour les Ouais, personnes. ça demande du travail, Ouais. mais bon, après, je réponds à ça parce que ça, c'est important. On peut pas prendre le truc d'un coup, quoi. Ça Oui, met beaucoup de temps. Même moi, après, enfin, même moi, déjà, je suis pas là depuis le plus longtemps. Il y a plein de gens qui y sont depuis bien plus longtemps que moi. Mais même depuis 2016, j'ai l'impression de pas connaître grand-chose. Donc, juste pour rassurer les gens, euh, c'est complexe. Mais la complexité est en lien avec le changement potentiel que Bitcoin a sur le monde. Donc, quand on se dit que ça peut vraiment changer les choses de manière importante, c'est normal que ça soit compliqué de comprendre tous les enjeux, toutes les différentes briques que ça impacte, les tenants, les aboutissants, etc. Donc voilà, c'est pour assurer, voilà, faut y aller petit à petit, comprendre, rencontrer des gens aussi qui sont dans le milieu. Il y a plein de gens qui sont venus dans Bitcoin avec un angle différent et qui apportent une expertise très précise sur le sujet. Comme je disais, il y en a qui travaillent, qui ont monté des sociétés de minage super intéressants, qui comprennent vraiment la partie énergie et pourquoi Bitcoin et minage et la structure économique de cette industrie-là. Il y en a qui ont monté des plateformes d'échange, donc ils comprennent certaines parties à ce niveau-là. Il y a des sociétés qui travaillent sur Lightning précisément, donc ils comprennent vraiment les enjeux de scalabilité du Bitcoin, transactions, paiement globalement. Il y a des développeurs sur le protocole Bitcoin directement aussi. Quels sont les enjeux aujourd'hui techniques sur Bitcoin? Euh, voilà. Et il y a plein de gens qui montent des sociétés aussi qui utilisent Bitcoin sur des aspects non financiers, euh, qui utilisent, voilà. Donc c'est intéressant. mm, D'ailleurs, on a monté, je suis obligé, du coup, je place un dernier petit point, Maxime, tu m'excuseras, mais pas de souci. on a monté avec Bitstack un, un blog et un podcast et bientôt ça va avec des vidéos qui seront diffusées sur notre chaîne YouTube qui s'appelle Comprendre Bitcoin. Je mentionne ça juste pour dire que ça m'a fait penser en parlant de différents experts. On invite des gens justement alors nous, dans notre blog, on parle de nos propres sujets, on essaie à notre échelle, démocratiser euh, et avec notre expertise, euh, faire un peu de pédagogie sur certains sujets. Mais comme justement, je disais, c'est extrêmement complexe et qu'on ne sait pas tout, on va bientôt mettre sur notre chaîne YouTube des vidéos où on invite des experts qui, eux, ont une expertise sur différentes thématiques, réglementation, minage, points plus techniques, démocratisation globalement. Et donc, j'invite tout le monde à regarder. Ça sera toujours sous le nom de Comprendre Bitcoin. Donc, il y a aujourd'hui le blog et le podcast, et bientôt, il y a la chaîne YouTube avec ses invités. Euh, et je pense que la partie pédagogie, enfin éducationnelle, pédagogie, démocratisation est hyper importante dans l'écosystème. Donc, euh, j'espère qu'on pourra éclaircir certains sujets comme ça. Mm. Très bien. Bah, merci beaucoup pour cet échange. C'était très Mais merci à intéressant. toi, Maxime. Tout à la fin, tu as un peu répondu à ma toute dernière question. Où est-ce qu'on peut vous suivre? Donc, sur YouTube, vous allez ouvrir une chaîne, c'est ça? C'est ça. Bah, alors, globalement, on a notre site internet, donc bitstack-rap.com. Donc là, vous avez ce que nous, Bitstack, on offre, toutes les infos sur l'application mobile. Et vous pouvez du coup la télécharger sur les App Store, Android et iOS. Euh, Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, évidemment, que ce soit mes comptes perso ou les comptes de Bitstack. Là, il y a pas mal de choses aussi. Et après, comme je le disais, effectivement, pour fermer la boucle, et comme tu le disais, Maxime, il y a notre blog. Donc, on a créé un blog qui est Comprendre Bitcoin. Ça, c'est sur notre site internet. Et donc là, il y a des articles qui sont écrits sur différents sujets. Il y a le podcast. Donc, le podcast de Comprendre Bitcoin, aujourd'hui, c'est seulement la version audio des articles de blog qu'on écrit. Et demain, enfin demain c'est une façon de parler, mais là dans quelques jours, on va sortir le premier épisode de Comprendre Bitcoin où on invite des experts. Et donc ça sera à la fois évidemment en version audio aussi sur le podcast, donc sur Spotify, Apple Podcast et autres. Mais vu que là c'est en personne et les invités, j'ai la chance de les accueillir dans un studio d'enregistrement, il y aura aussi la partie vidéo.
Et ça sera un peu plus comme une émission. Et ça sera sur notre chaîne YouTube. Et ça, on l'annonce, je pense, semaine prochaine, si je dis pas de bêtises. Voilà, donc c'est un peu les différentes façons de nous suivre. Très bien. En tout cas, merci beaucoup. C'était Top, merci à toi. Alexandre Roubaud et Maxime Androuchkiv. À bientôt.